Vous rapprochez. Si vous voulez. Non, mais restez comme ça. Alors on Que fait commence. pas trop de bruit sur la Mais les jeunes socialistes, c'est ce qu'ils sont. Ouais. Alors nous allons commencer notre débat sur l'AVO. Alors remerciements à M. Michel Bongard, secrétaire de ProNatura Vaud, et à M. Maurice Négroux, député PLR vaudois, d'avoir bien voulu participer à ce débat et l'animer. Nous avons étudié tout ce qu'il fallait faire et je vais commencer par un rappel du cadre général en fait de tout ce qui encadre l'AVO, c'est-à-dire un rappel à la Constitution vaudoise, puisque dans le chapitre 4, Patrimoine et environnement, culture et sport, article 52, il est indiqué « L'État conserve, protège, enrichit et promeut le patrimoine naturel et le patrimoine culturel. L'État et les communes sauvegardent l'environnement naturel et surveillent son évolution. Il lutte contre toute forme de pollution portant atteinte à l'être humain ou à son environnement. Il protège la diversité de la faune, de la flore et des milieux naturels. La loi définit les zones et régions protégées. Article 52A, à la région de l'Avaux, de la Lutterie, la Corsier est déclarée site protégé. Toute atteinte à sa protection peut être attaquée sur le plan administratif ou judiciaire par ceux qui sont lésés et par les associations de protection de la nature et celles de la protection du patrimoine. La loi d'application respecte strictement le périmètre en vigueur, notamment par le maintien de l'aire viticole et du caractère traditionnel des villages et hameaux. Ceci pour dire que, quoi qu'il arrive, après la votation qui s'annonce, l'État vaudois a l'obligation de faire en sorte que l'Avaux conserve son caractère de patrimoine culturel et que donc, quelle que soit la loi qui va entrer finalement en vigueur, il devra faire avec. C'est un cadre très contraignant. Nous allons commencer maintenant le débat proprement dit par la présentation de l'initiative Sauver l'Avaux par M. Bongard. Merci, bonjour à tous. Je suis secrétaire de ProNatura Vaud, donc je suis en emploi. Je suis employé par cette association qui défend la nature de le canton de Vaud. ProNatura n'était pas parmi les initiants. C'est le comité d'initiative qui a travaillé. ProNatura n'était pas intégré à ce groupe de travail. Nous avons pris position lorsque le Conseil d'État a lancé une consultation sur l'opportunité de faire un contre-projet à cette initiative. Nous avions dit que nous étions favorables au principe d'un contre-projet pour autant que les aspects paysage et nature, protection de la nature, soient pris en compte dans le contre-projet de manière explicite. Ce n'est pas le cas. Et du coup, s'est posé la question, mais est-ce qu'on soutient quand même ce contre-projet qui n'est pas à 100%, qui est comme une amélioration par rapport à la situation actuelle, à cette loi qui a été révisée, ou est-ce que nous soutenons l'initiative? Dans notre réflexion est apparu que l'initiative est à même de protéger au mieux le paysage. Elle le protège mieux que le contre-projet. Raison pour laquelle ProNatura soutient l'initiative. Donc nous sommes un allié de circonstance avec Franz Weber. Bon, vous pouvez savoir que Franz Weber est membre d'honneur de ProNatura Suisse. Donc son travail est reconnu par ProNatura et nous partageons l'entier de ses préoccupations, celle de sa fondation ainsi que de l'association Helvetia Nostra. Et d'ailleurs, on travaille assez souvent sur des mêmes dossiers. Les avantages de l'initiative, à notre sens, c'est qu'elle permet une protection immédiate de l'Avaux. Protection immédiate, ça signifie que les possibilités de construire disparaissent. On ne construit plus dans l'Avaux. Nous pensons que c'est favorable à la protection du paysage, de ne plus construire et de maintenir en fait une structure
villageoises qui constituent un élément fort du patrimoine, de même que de restreindre les possibilités de construire dans les zones d'agglomération 1 et 2, qui sont des zones de développement en fait, qui ont été pensées comme ça, mais pour respecter la sécurité du droit, ce qui est affecté ou les permis de construire ont été donnés, eh bien ceci ne changera pas avec l'initiative. Sur l'esprit de l'initiative, elle a été rédigée il y a quelques années et pas mal de questions se sont posées sur sa compatibilité avec la loi sur l'aménagement du territoire. Comment est-ce que cette initiative maintient quand même quelques droits, respecte, disons, les intérêts publics, les intérêts généraux dans ces fameuses zones destinées aux EMS, aux hôpitaux, aux écoles, voire aux parkings. Comment est-ce que l'initiative autorise, permet ces constructions? Et là, ceux qui soutiennent le contre-projet disent « Ah non, mais l'initiative pose trop de problèmes ». Pour répondre à cette question, c'est l'esprit de la loi qui sera déterminant. Comme je n'ai pas travaillé dans ce domaine-là, je peux donner que des principes généraux, peut-être que ça reviendra dans la discussion. Ensuite, sur la protection vraiment de la nature et du paysage. Alors pour le paysage, le fait de ne plus construire nous paraît une bonne chose, parce que ça permet de conserver les caractéristiques des zones qui sont urbanisées, des zones construites. Pour ce qui est de la nature en elle-même, c'est clair que la Vaud, du point de vue nature, c'est pas grand-chose. C'est une monoculture qui est intensive, donc qui nécessite pas mal d'entretien, pas mal d'usage, mais de moins en moins de pesticides, parce qu'on a des clos qui sont peu résistants aux maladies fongiques, c'est comme ça. Mais ce n'est pas rien. À savoir que la Vaud a des valeurs naturelles qui sont conséquentes, qui concernent quelques espèces végétales et animales, mais qui ont tout leur intérêt. Il y a également la zone de voisinage, ce qu'on appelle la zone des crêtes. Cette zone qui est périphérique et qui, elle, constitue un élément de la Vaud. Ce n'est pas les zones de vignes, mais c'est cet écrin de verdure qui est nécessaire à la qualité de ce paysage. Paysage unique en Suisse, protégé aussi par d'autres dispositions légales, inventaire fédéral des paysages d'importance nationale, l'IFP précisément, où le Conseil fédéral désigne des zones paysagères qui ont des caractéristiques uniques et qui doivent être conservées. Donc, la Vaud a des valeurs paysagères dans cette zone périphérique et nous pensons que l'initiative, puisqu'elle dit que dans un délai de 5 ans, on reverra le plan de protection, ça veut dire aussi que la périphérie pourrait être mieux protégée. Je dis bien pourrait, parce que ça nécessitera de nombreuses discussions et des intérêts opposés, comme d'habitude en matière de protection de la nature, s'exprimeront et ce ne sera pas facile toujours de protéger la nature. Le contre-projet, lui, il dit qu'on fera, enfin, le Conseil d'État prévoit de faire un plan d'affectation cotonale qui est une mesure d'aménagement du territoire, de compétence du Conseil d'État, qui elle aussi a un certain nombre d'avantages. Reste que le périmètre du PAC, de ce plan d'affectation cotonale, est plus restreint que ce que les principes évoqués dans l'initiative prévoient. Je dis bien principes, puisqu'on n'est pas extrêmement précis sur exactement où passera le trait. Et là, il y a une liberté de manœuvre qui sera laissée au Conseil d'État, en fait. Voilà ce que je peux dire de manière générale. Et je vais demander à M. Nérou de faire une présentation du contre-projet. Merci tout d'abord, bienvenue à tous et merci de nous accueillir aujourd'hui. J'ai bien entendu les paroles de Michel Bongard. Effectivement, moi tout de suite ça me fait penser paysage, nature, au fait qu'effectivement cette initiative arrive peut-être 1000 ans trop tard, dans le fond, parce qu'effectivement, M. Bongard l'a dit, je regrette un peu ses paroles, mais elle dit, dans le fond, là-bas, il n'y a plus grand-chose du point de vue nature, c'est pas très intéressant. Ça l'était il y a 1000 ans, c'est vrai, ça l'était il y a 1000 ans, parce qu'il y avait broussailles, c'était une terre aride qui devait être un magnifique paysage. Et je pense qu'il aurait fallu venir il y a 1000 ans pour effectivement empêcher ces vilains moines et ces méchants vignerons d'aller saccager ce territoire, y construire des vignes, y construire des murs, y construire des habitations, y construire des caves pour exploiter ces vignobles. Aujourd'hui, c'est fait.
Aujourd'hui, c'est fait, c'est un vignoble qui est construit, qui a été construit par la main de l'homme, par la main des moines d'abord, par la main de l'homme, des hommes et des femmes qui ont façonné ce paysage, façonné de toutes pièces, et qui aujourd'hui est classé patrimoine mondial par l'UNESCO parce qu'il est le témoin justement de l'évolution au cours des siècles de la viticulture, et c'est ce qui a été, nous le font classer au patrimoine mondial, et ça c'est très très important. Rappelez oui aussi tout de même que aujourd'hui, je pense qu'on a tendance à l'oublier, le vignoble est protégé, la zone viticole est protégée, elle est inconstructible. Il y a 35 ans qu'elle est protégée, et depuis 35 ans en arrière, jamais il ne s'est pas fait 1 mètre carré de construction depuis 35 ans en arrière. Je crois que c'est quand même très très important de le dire. Alors, au départ, peut-être rappeler de le fond pourquoi je suis là. Hein. J'ai une première casquette de vigneron, c'est mon outil de travail. Je suis d'abord vigneron. Je suis ensuite président de la commission intercommunale de Lavaux. Donc à ce titre-là, je représente les municipalités, les communes de Lavaux, qui sont souvent traitées de crétin-gourdin par les initiaux. Enfin, c'est comme ça, c'est le jeu de la campagne. On l'accepte avec le sourire. Je représente ces communes qui, au départ, se sont posé la question du bien fondé d'un contre-projet ou pas. Il nous semblait effectivement que cette initiative au départ était tellement inapplicable, tellement impossible, tellement extrémiste et tellement contraire aux valeurs même qui sont défendues par l'UNESCO qu'on allait devoir la rejeter d'une manière plus simple, assez facilement. On s'est rendu compte, dans le fond, que si c'était possible, si c'était certainement facile à faire à Lavaux, qu'aller convaincre d'autres personnes, aller convaincre Arnaud à Montjoignon, c'était forcément plus difficile. Et puis, dans le fond, il a fallu réfléchir à trouver des solutions pour peut-être encore améliorer, faire encore un pas de plus en direction de protection, un pas qui avait déjà été fait en 2012 parce que le Grand Conseil a voté en 2012 une modification de la loi Lavaux, où là, en 2012, il y a eu de nombreuses améliorations qui ont été votées par le Grand Conseil. J'en prends deux. Hein. D'abord, la création de la commission consultative de Lavaux, qui est là pour plancher et pour donner un préavis sur tout ce qui est mis à l'enquête à Lavaux. Tous les projets mis à l'enquête à Lavaux passent devant cette commission qui l'analyse, pas sur le plan de la légalité, parce que là il y a d'autres organismes, mais sur le plan de l'intégration. Et elle a un énorme travail, et on voit que depuis qu'elle est là en train de faire son travail, eh bien, les projets passent devant cette commission, sont revus, sont corrigés, sont améliorés de manière à avoir des projets qui sont parfaitement intégrés. C'est un excellent outil de travail qui, malheureusement, sera balayé par l'initiative, puisque l'initiative, dans le texte, cette commission n'est tout simplement pas reprise, donc elle sera simplement balayée. Ça, c'est une des modifications. La deuxième, qui a été entrée en vigueur, c'est... Il y a eu deux choses. Il y a eu à certains endroits dans Lavaux des parkings qui ont été prévus, mais attention, des parkings enterrés, recouverts de vignes, qui ont été prévus à des endroits bien précis dans les villages de Lavaux. Et Dieu sait, et vous le savez comme moi, que c'est quelque chose d'absolument nécessaire si on veut recevoir des gens et puis si on veut avoir une vie sociale et économique à Lavaux, de faire ces parkings. Et là aussi, ces parkings seront simplement gommés, puisque l'initiative dit simplement qu'on enlève le plan qui a été modifié, puis on se retrouve avec un vieux plan, avec le plan de 1977. Voilà, le plan de 1977, sur lequel on gomme tous ces avantages qui ont été faits, y compris un certain nombre de zones d'intérêt public qui seront malheureusement effacées de la carte. J'en prends un qui me touche particulièrement, c'est Chardonne. Chardonne est propriétaire d'une zone d'intérêt public qui se situe entre Chardonne et Chèvre, au milieu du vignoble. Vous imaginez bien qu'il est exclu d'aller commencer à planter des crèches-garderies au milieu du vignoble, le long d'une route cantonale, à fort trafic, loin des installations scolaires. Or, la municipalité de Chardonne a beaucoup travaillé pendant ces 15 dernières années pour essayer de faire un échange en disant on va tirer cette zone d'intérêt public proche des constructions scolaires actuelles. Et puis, on va faire là une zone d'intérêt public, on va remettre une zone viticole l'autre côté, et puis cet échange-là permettra, à côté du collège, d'aller faire des installations qui sont absolument nécessaires. Crèche-garderie, accueil extrascolaire. Il y a une cantine scolaire qui a été mise en place par la municipalité de Chardonne qui au départ accueillait une vingtaine d'élèves. Aujourd'hui, ils sont 60, ils ne savent plus où les mettre.
C'est un vrai besoin de la population, et ça, purement et simplement, ça va être gommé parce que tout ça reviendra en zone viticole qui, comme on est là, on est moins d'accord là-dessus, est totalement inconstructible. Donc, c'est aussi un point qui nous fait dire que, dans le fond, cette initiative est inacceptable et celle de trop. Alors, l'avantage du contre-projet, c'est qu'effectivement, il maintient dans les villages des possibilités de construire et d'agrandir. Pour la viticulture, c'est essentiel. Il y a de nombreux projets de vignerons où ils ont des besoins, mais des besoins nécessaires de pouvoir s'agrandir, de pouvoir évoluer, de pouvoir agrandir leur cave. Les choses ont changé. On vit plus comme il y a nos grands-parents, on fait des vins barriques, on fait beaucoup de spécialités. Moi, il y a 10 ans, il y a 15 ans, je faisais 2 vins, aujourd'hui je fais 10. Ça demande des locaux supplémentaires, ça demande des locaux d'accueil, ça demande beaucoup de place. Et le seul moyen de le faire, c'est d'agrandir. Et vous le savez aussi comme moi qu'il exclut de faire tous ces locaux en souterrain, parce que d'abord, il n'y aura pas un seul banquier qui sera d'accord de prêter le premier franc pour aller construire en souterrain des locaux, pour y mettre des machines viticoles, des cartons, des piquets de vigne ou des sacs d'engrais. C'est juste inimaginable du point de vue de la logique et du point de vue économique aussi. Donc ça, c'est effectivement essentiel. Je pense que c'est le point important pour lutter contre cette initiative et pour accepter le contre-projet. Le contre-projet aussi, il faut quand même le rappeler, il jouit d'une quasi-unanimité. Il a été adopté par le Grand Conseil à quasi-unanimité puisqu'il y avait 9 contre. 9 contre sur 150 députés, c'est quand même la preuve que dans le fond, c'est un consensus qui n'est pratiquement jamais vu. Aujourd'hui, presque l'entier des groupes politiques sont contre l'initiative en tout cas et soutiennent le contre-projet. Là aussi, c'est un bon signe d'unanimité. Ça a été dit hier soir en séance publique, le président de la communauté des vignes et des vins de Lavaux, qui compte 200 membres, 200 vignerons. Il n'y a pas un seul vigneron qui est pour cette initiative, membre de la communauté des vignes et des vins de Lavaux. Alors, je ne sais pas, on peut, je pense, faire confiance aux vignerons qui disent ça. Encore une fois, on a aussi vu sur les journaux ces temps passés, M. Enesco Emmanuel Estopé, qui, je pense, est quelqu'un de crédible, l'a dit aussi. Il est absolument nécessaire que la viticulture puisse continuer à vivre et il faut arrêter là. C'est vraiment l'initiative de trop et il faut absolument plébisciter ce contre-projet. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là parce que sinon on va passer 2 heures. Je propose Monsieur le médiateur, permettez. En fait, il y a 2 points, alors ça c'est dans les règles du débat, il y a 2 points sur lesquels moi j'aimerais revenir que M. Nero a dit. Après tu peux retoquer si tu veux. Je te propose comme ça. D'accord. C'est sur la commission consultative. C'est vrai, la commission consultative, donc que la loi révisée en 2012 permet. Alors là, c'est une histoire de préséance, de manière dont les choses se sont passées, comment les lois sont entrées en vigueur, comment est-ce que l'initiative, quand est-ce qu'elle est venue. Alors en fait, la loi en 2012, elle est entrée en vigueur, la loi de Lavaux existante, elle a été révisée, puis elle avait, comme tu l'as dit, cet article qui dit « on crée une commission consultative ». L'initiative, elle n'a pas d'article relatif à la commission consultative. Elle ne mentionne pas ça. C'est-à-dire que dans la manière dont la loi elle est structurée, puisque c'est une initiative législative, donc c'est un projet, c'est une proposition de loi avec des articles, déjà tout est structuré. En fait, cette loi, elle s'appuie sur la loi existante, on est avant 2012, en 2009, sur la loi existante de l'époque qui n'avait pas d'article sur la commission consultative. Les initiants n'ont pas eu l'idée de dire « Ah, il faut qu'on fasse une commission consultative », ça aurait été une bonne chose, ils ne l'ont pas fait. Et en fait, dans une analyse juridique, je ne suis pas juriste, mais je travaille avec des juristes, il a été clairement dit qu'en fait, l'initiative, elle dit, dans les articles existants, celui-là on le garde, celui-là on l'enlève, celui-là on le modifie, mais celui-là, relatif à la commission consultative, il n'est pas dans le projet. Et les juristes disent, dans l'esprit de la loi, si l'initiative est acceptée dans la loi proposée par l'initiative, l'esprit de cette loi fait que la commission consultative peut être créée. Alors voilà, c'est du jury. Tu veux retoquer direct ou je te donne le deuxième? Oh, retoque direct. Je retoque direct en disant merci de confirmer ce que je dis. Effectivement, on a
On sait bien comment ça va, hein? Deux avocats, 3 avis différents. Il n'empêche que le texte il est clair, la commission n'y est pas. Et puis après, aller dire qu'on pourra la mettre, qu'on va s'arranger, que... Moi, je ne crois pas à ça, je suis désolé, c'est du juridisme. Mais là, le texte est très clair. Ok, alors maintenant, l'autre question sur laquelle je voulais revenir, c'était les équipements d'intérêt public. En fait, dans l'initiative, il y a un article, alors je permets de le lire, c'est l'article 15 qui dit, l'article 15, il porte sur les différents territoires qui sont dans le plan. C'est ce plan-là qui est là, avec ces petites couleurs. Il y a des bleus, des jaunes, c'est un plan d'aménagement du territoire qui donne l'affectation du sol à chaque endroit. Ça, c'est la vie. Voilà, exactement. Oui, merci. La loi se rapporte au plan, comme c'est marqué dans le plan. Donc, dans l'article 15 de l'initiative, qui se rapporte justement à la description de ces territoires qui constituent le plan, eh bien, il y a un nouvel article proposé par l'initiative qui dit des équipements d'intérêt public. Alors, dans l'intérêt public, eh bien, c'était, je le comprends, je l'interprète comme ce qu'a décrit M. Nérou, ça, tout ce qui concerne les écoles, hôpitaux, lieux de soins, c'est d'intérêt public, voire garderies, c'est d'intérêt public. C'est des équipements d'intérêt public dont la localisation s'impose dans le territoire viticole. C'est-à-dire que c'est en état de vigne aujourd'hui, mais c'est à bâtir. Alors on dit, là un jour, on fera ça dans cet endroit-là. Puis en attendant, on met de la vigne. On cultive comme on l'a toujours fait. Le territoire viticole peut être autorisé à titre exceptionnel. Donc ça veut dire que ce n'est pas un principe général. Mais lorsque vraiment il faut le faire là, eh bien, les raisons sont suffisantes pour que, à titre exceptionnel, ce sera autorisé, pour autant qu'il ne porte pas atteinte au site. Ça veut dire ça que les règles de construction, la manière dont ce sera construit, on ne va pas faire un bloc qu'on trouve que c'est pas beau dans les vignes. On fera un bâtiment qui sera intégré dans les vignes. Alors après, la notion d'intégration, eh bien là, elle est bien sûr variable. Ça dépend qui le fera le moment venu. Mais comme l'initiative prévoit, contrairement à ce qu'a dit M. Nérou, cette commission consultative, on espère que les experts qui travailleront dans cette commission sachent juger ce qui est bon et donner des règles de construction. Je suis obligé de m'inscrire en faux dans ce que vous dites. Vous parlez de l'article 15, M. Bangard. L'article 15, il dit « Le territoire viticole est régi par les principes suivants. » C'est pas le territoire d'intérêt public, c'est le territoire viticole. Or, la loi fédérale est claire, le territoire viticole est inconstructible. Vous n'allez pas me faire croire que vous voulez bâtir dans le territoire viticole, c'est notre outil de travail. Tout de même, non, le territoire viticole est inconstructible. Ce qui est dit là, il est dit des équipements d'intérêt public dont la localisation s'impose. Vous faites croire qu'au territoire viticole on peut construire, mais en réalité c'est inconstructible et c'est prévu par la loi fédérale. Vous ne pouvez pas être plus large que la loi fédérale. Vous pouvez être plus restrictif, mais vous ne pouvez pas être plus large. La seule chose qui est prévue, qui est autorisée en territoire viticole, les équipements d'intérêt public, c'est, vous savez ce que c'est? C'est de l'eau pour les vignerons. C'est des bandes hydrantes, c'est des murs, c'est ça, c'est de l'électricité pour alimenter des maisons qui ont déjà été construites. Ça s'arrête là, c'est des équipements. Il ne faut pas confondre les équipements avec les constructions d'intérêt public. Ce sont des simples, tout petits équipements. Alors, c'est faux ce que vous dites, je regrette beaucoup. C'est une autre zone. Alors, on va passer à un sujet un peu différent maintenant. On va parler de l'article 33 de la zone de transition. Je vais lire l'article 33 de l'initiative VMR. Petit 1. Les communes veillent à opérer une transition harmonieuse entre les territoires compris à l'intérieur du périmètre ou plan de protection et ceux qui sont à l'extérieur dans la zone de voisinage. Petit 2. Les territoires qui auront été répertoriés comme zone de voisinage du périmètre de protection de l'AVO sur la carte prévue à l'article 2 ne peuvent être coloqués en zone à bâtir. Petit 3. La zone de voisinage comprend notamment les crêtes de l'Avaux, les villages et hameaux de Corsier, Chèvre, Jonny, Crémière. Petit 4. Dans les zones à bâtir existantes, toute construction nouvelle doit respecter la volumétrie et le caractère de l'architecture traditionnelle de la région. Alors, la question est, quelle est l'ampleur de cette zone de voisinage? Est-ce qu'elle recouvre l'entièreté des territoires des communes citées?
et quel impact pour les bâtiments qui sont en cours de construction, les plans de quartier qui viennent d'être validés par les conseils communaux. Alors, je commence par défendre l'initiative, c'est logique, puis après, toi, tu dis que c'est pas bien. Ouais. Ça, c'est l'initiative. Oui, tout à fait. Donc, pour bien comprendre l'article 35 qui dit, il faudrait voir un petit peu, non, l'article 33 qui dit qu'il faut voir un petit peu ce qu'il y a autour, il faut aussi parler de l'article 35 un peu plus loin. Bon, ça, c'est la manière dont l'initiative a structuré, les initiants ont structuré leur projet de loi. C'est comme ça, mais en fait, l'article 35, il dit que la carte sur le plan, cette carte-là, sur le plan de protection, sera révisée dans un délai de 5 ans. Les terrains non encore construits ne pourront pas être bâtis et toutes les procédures de planification sont suspendues en attendant de la nouvelle carte. Ah, ça c'est quand même important. Donc l'article 35 dit qu'il faudra refaire. Puis l'article 33, il dit que les communes, alors là il y a une compétence communale, les communes veillent à opérer une transition harmonieuse avec le voisinage et notamment avec notamment les crêtes de Lavaux, Corsier, Chèvre, etc. Donc c'est notamment. Ça veut dire qu'il peut y avoir d'autres choses. Et pour Point Natura, qui défend le paysage et la nature, nous pensons que là, il y a une bonne chance, en fait, de protéger, d'améliorer le statut de protection, qui constitue vraiment ces valeurs de Lavaux, par ce nouveau plan qu'il faudra refaire. Alors que la loi dit notamment, ça veut dire qu'elle n'est pas exhaustive, mais que si, le moment venu, on relève des valeurs qui sont situées en dehors du périmètre strict actuel, c'est justement cette zone qu'il faudra mieux définir. Eh bien, nous pensons que c'est une réelle chance. C'est une réelle chance pour la nature. Donc, en ce sens-là, nous pensons que l'initiative offre une meilleure protection. Parce que la loi actuelle, le contre-projet ne prévoit rien de particulier à ce sujet-là. Non, alors, effectivement, le contre-projet prévoit qu'on reprend exactement la carte qui est en vigueur aujourd'hui. Mais M. Bongard, c'est encore une erreur que vous faites. Vous dites que ce plan sera modifié. Mais c'est pas vrai, ce plan il est à la poubelle. Et on revient sur le plan de 35 ans en arrière. C'est ce plan qui sera modifié, c'est écrit mention de. Alors, c'est ce plan qui sera modifié. C'est ce plan qui entre en vigueur, c'est marqué là. La carte annexée à la loi du 12 février 79, ce plan-là, pas un autre, pas celui de M. Bongard, sera modifié. Alors nous, on dit, effectivement, aujourd'hui, on a une zone qui est bien délimitée, sur laquelle il y a des règles qui ont déjà été mises en vigueur. Ces règles, elles sont très restrictives. Elles ont été approuvées, encore une fois, par l'entier des communes. L'UNESCO est venu aussi à dire que, dans le fond, on a des mesures de protection qui sont suffisantes. Cela a été dit et répété. On a même reçu un prix de l'ensemble des vignobles inscrits au patrimoine mondial comme étant une région parfaitement gérée. Et aujourd'hui, on va aller agrandir le périmètre. Agrandir le périmètre, mais tenez-vous bien, agrandir le périmètre sur des hameaux et des villages, sur des territoires qui ne sont même pas inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. On va même plus loin derrière. On va aller où? On va aller jusqu'à Châtel, jusqu'à Fribourg. Ce serait bien. Voilà, alors ça manque bien l'extrémisme. Donc, c'est l'entièreté du territoire des communes qui est concernée. Jusqu'à Fribourg. Fribourg n'est pas loin, par endroit, juste donc l'initiative Clément Tolousson, je suis écolo à Vevey et je fais partie de Sauver la Roue. L'initiative modifie la LLARO, la loi sur le périmètre de protection de l'Aro, existante. Alors, celle qui existait en 2009, parce que l'initiative a été écrite en 2009, a été modifiée en 2012, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais la LLARO reste la LLARO 1979, état 2012. On ne revient pas à ce qui était le cas en 1979. C'est ce plan-là qui sera modifié, c'est pas le plan, il ne sera pas effacé, et si le Conseil d'État veut aller plus vite que la musique, il ne doit pas attendre 5 ans pour modifier ce plan de protection de l'Aro, il peut le faire en 6 mois, parce que c'est pas très très compliqué. Ça dépend si l'Office du développement territorial veut bien faire son travail un peu plus vite que d'habitude peut-être.
Alors, encore une fois, je le répète, je ne fais Non, que je crois que lire. c'était Non, mais question technique. non, c'est pas technique. Non, Quand je on suis pas dit, sûr, je suis pas sûr que ce j'ai le soit... droit de répondre. Oui, Parce que mais, je suis moi, là en tant que pour- public, j'aimerais simplement insister sur le fait qu'il y a un débat technique, c'est sûr. Il y a aussi un débat, on va dire, de vision et de politique. Et je pense qu'il m'apparaît beaucoup plus important de l'aborder sur ce point-là que sur des aspects, on va dire, de détails techniques sur lesquels vous pouvez vous écharper, mais pendant des heures et des heures, sans que ça fasse finalement avancer véritablement le débat. Je suis d'accord, je réponds tout de même à monsieur en disant, ici c'est écrit, c'est une phrase, c'est très court. On dit la carte annexée à la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection d'arbres reste en vigueur. Voilà, c'est cette Mais carte. vous êtes député, vous avez l'habitude de discuter de loi. Je croyais qu'on va s'arrêter là. Bon, d'accord. Bien. Et pour ce qui est des zones qui viennent d'être coloquées en zone à bâtir, comme par exemple à Longny, où les constructions ont commencé, est-ce que si l'initiative passe le 18 mai, est-ce que ça changera quelque chose à l'architecture des bâtiments? Alors, c'est des permis de construire qui ont été octroyés, la sécurité du droit, comme on dit, elle prime les décisions prises, ne vont pas être remises en question. Lorsque les permis de construire ont été accordés, lorsque les plans de quartier, les plans partiels d'affectation, bon, ça c'est une notion d'aménagement du territoire. Un permis de construire, c'est pour construire une maison. Un plan de quartier, c'est pour construire un ensemble de maisons où on décrit précisément les volumes, la position des bâtiments. Les axes, enfin tout ce qui concerne ce petit quartier, un plan partiel d'affectation, c'est encore un peu plus large, où on donne les implantations, on dit ben, la maison, où les constructions elles vont être là, là, là. Mais on dit, on peut en donner à peu près la hauteur, mais on ne donne pas trop les formes. Le plan de quartier est beaucoup plus précis. Enfin bon, pour dire que tout ceci qui a fait l'objet de décisions concrètes ne sera pas remis en question. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des zones qui sont données comme constructibles, mais dont la construction, la constructibilité, tu pourras construire un jour dans cet endroit-là, mais à condition que tu fasses, cher promoteur ou chère commune, alors les gens ne se voient pas, se tutoient pas, vous avez bien compris, que tu pourras construire, mais il faudra faire un plan. Il faudra déterminer comment est-ce que les constructions vont être organisées dans cette zone-là. Eh bien ça, ce ne sera plus possible. Si le plan n'a pas été fait, eh bien, on ne pourra pas en faire de nouveau. Et c'est là l'intérêt, pour la protection de la nature et du paysage, c'est l'intérêt aussi de rester où on en est. Donc les gens qui disposent de biens immobiliers, de maisons, dans cette zone, ont intérêt à voter en faveur de l'initiative, alors qu'ils n'ont pas de voisins. Alors, soit ceux qui ont déjà, ils veulent rester tout seuls, mais s'ils ont un terrain qu'ils gardent devant chez eux pour une poire, derrière en général, comme poire pour la soif, eh bien c'est clair que l'intérêt général va primer sur l'intérêt des particuliers. Et ça, c'est la notion de démocratie. Quand il y a des nouvelles lois, on peut perdre de nombreux droits qu'on avait autrefois, et ça, c'est arrivé beaucoup de fois. Quand la loi sur l'aménagement du territoire est entrée en vigueur dans les années 1970, il y a des personnes, des privés qui avaient acheté des quantités de terrain partout pour construire, et tous ces terrains sont devenus inconstructibles. Ils se sont retrouvés avec des grosses pertes. C'est clair. Donc ils ont payé 20 centimes. Des gains potentiels qui n'ont pas pu être réalisés. C'est plutôt ça, c'est pas des pertes réelles. Bon, ça dépend de ce qu'ils avaient. Oui, tout à fait. C'est pas tout à fait vrai, il y a des gens, il y a des gens qui ont acheté à des prix élevés, puis qui sont trouvés... À ce moment-là, ils sont dédommagés normalement. Peut-être concernant la poire pour la soif. Si la poire pour la soif, vous l'avez gardée sur un terrain que vous avez eu la prudence de faire viabiliser, c'est-à-dire sur lequel il y a la connexion pour l'eau potable, l'électricité et l'évacuation des eaux usées qui est déjà amenée, vous pourrez le réaliser. Mais s'il n'y a pas ça, vous ne pourrez pas le faire. Il y a une formulation juridique qui dit que aura déjà fait l'objet d'un début d'exécution. Donc justement la viabilisation du terrain. Vous avez énormément de terrain à bâtir dans le vieux village de Chardonne et autour, dans les zones d'agglomération 1 et 2. Le contre-projet prévoit qu'il n'y aura plus
aucune nouvelle zone à bâtir. Plus aucune nouvelle zone à bâtir. C'est quand même très important. C'est même Et une prévoir en diminution. plus. Pardon. Il y a même une diminution. Alors, d'abord, plus aucune nouvelle zone à bâtir, mais en plus, les zones à bâtir qui restent, qui ont été estimées à 40 hectares, vont être diminuées de moitié, et la moitié de ces 40 hectares, donc 20 hectares, vont être enlevés de la zone à bâtir. C'est le sacrifice, c'est l'effort que vont faire les communes pour aller dans un pas d'une meilleure protection. Mais qu'est-ce que les initiants pensent de c'est quand même quelque chose d'important. Déjà, on voit que finalement, on a des possibilités de bâtir qui sont très limitées. 40 hectares, c'est pas énorme. On les réduit encore de moitié pour passer à 20 hectares. C'est le minimum de flexibilité pour une région qui vit. On n'est quand même pas dans une zone où il n'y a pas de population. On n'est pas dans les Grillons et pas dans le parc national. Et moi, je vois un peu la position que vous avez tenue Pro Natura. Comme si finalement Lavaux était un parc national non habité et ignorait complètement l'aspect humain et économique lié à la région. Et ça m'intéresse quand même que vous pondériez un petit peu votre point de vue. Il n'y a pas que les petites fleurs, il y a aussi des gens et il y a aussi une économie qui vivent dans cette région-là. Qu'est-ce qu'on en fait? Quel est le but finalement que vont faire de Lavaux? Est-ce que ça va être Ballenberg ou Istanbul? Je l'ai dit dans l'introduction, qu'à nos yeux, à mes yeux aussi, l'initiative apportait une meilleure protection à ce paysage qui est constitué de zones bâties et de zones cultivées et de zones naturelles. Il y a ces trois, les proportions bien sûr, c'est pas 30%, 30%, c'est clair. L'initiative, elle a été aussi déposée quand la loi Lavaux n'avait pas été révisée, elle n'avait pas encore été révisée. Et en plus, le contre-projet, bien sûr, est venu ensuite. Dans le meilleur des cas, quand le contre-projet est assez bien fait, les initiants retirent leur initiative. C'est ce qui arrive souvent. Mais par exemple, si je donne un exemple, la loi sur la protection des eaux, les pêcheurs, alors on est au niveau fédéral. Les pêcheurs ont dit, les eaux, les rivières, elles sont quand même maltraitées en Suisse. Et ils ont fait une initiative qui a été facilement acceptée par le peuple. Non, la récolte des signatures a été très rapide. Et le Conseil fédéral a fait un contre-projet. Et les initiants ont retiré leur initiative. Et on voit parce qu'ils avaient fait, un contre-projet direct, modifier la loi pour tenir compte. Et on voit maintenant que dans l'application, ça ne va pas du tout. En fait, là, on s'est fait avoir. Et Pro Natura a été dans le coup. Et malheureusement, pour la loi sur les eaux. En fait, les principes sont assez bons, mais la mise en œuvre, ça ne marche pas. Et alors là, typiquement, c'est une affaire où les négociations, c'était loupé. Alors, avec l'initiative de Lavaux, elle place la barre assez haut. Elle n'a pas été retirée, mais comme je l'ai dit, il y a un certain nombre d'avantages. Mais l'initiative maintient l'activité viticole, c'est clair. C'est clair, c'est évident, c'est un paysage de vie. Vous êtes en train de nous dire, si je comprends bien votre message, votez Lavaux, parce que de toute façon, votez l'initiative, parce que les deux votent Lavaux, on est d'accord. Votez l'initiative, parce que de toute façon, dans la concrétisation de la loi et dans son application, on fera les revirements qui s'imposent pour qu'elle soit, finalement, on se situera à gauche de la ligne droite ou à droite de la ligne gauche. Enfin bref, il y aura peu de variations. C'est votre état d'esprit Pro Natura? Dans la pratique, quand il y a une nouvelle loi, il y a toujours des choses qui ne sont pas tout à fait claires. Et souvent, c'est les tribunaux, en fait, dans le cadre de recours, qui disent, alors voilà, cet article, il faut l'interpréter comme ça. Puis pour déterminer l'interprétation concrète de l'article, en fait, ils vont rechercher tous les débats, tout ce qui a été dit au sujet de l'interprétation de l'initiative. Ouais, c'est ça. Bon, peut-être pas ici, mais en fait, je ne sais pas exactement où je ne connais pas exactement le travail des tribunaux. Mais c'est vraiment ça, en fait. C'est-à-dire après de préciser. Mais on voulait dire quoi? Et puis c'est ça, c'est l'état démocratique, c'est l'état de droit, à savoir que les autorités sont responsables de la bonne application de ce que le peuple, dans le cadre de la démocratie, a voulu. Mais c'est clair, il y a des imprécisions. Vous admettez que vous n'avez pas répondu à ma question sur l'aspect humain et économique. Si, j'y ai répondu en disant... Vous avez répondu que vous n'en prenez pas compte. Pour vous, c'est la défense du paysage, la défense du patrimoine qui passe avant tout. Le reste, finalement,
n'est pas dans votre vocabulaire. Vous n'en tenez pas compte et vous ne le présentez pas. C'est un Maintenant- paysage habité. Pardon? C'est un paysage habité. Oui. Maintenant, moi, j'aimerais... Je peux peut-être juste intervenir comme ça me permet de répondre un petit peu, parce que merci. la liste s'allonge et Vous allez avoir soif, dire. donc, Il faudrait. J'ai bien entendu Michel Bongard dire, dans le fond, à demi-mot, que l'initiative était un peu floue, avec des articles qui étaient interprétables, que tout ça se réglera dans les tribunaux. Eh bien, super! Ça veut dire que pour chaque projet de construction, pour chaque agrandissement de cas, pour chaque petite bricole, il faudra aller jusqu'au tribunal fédéral pour qu'on puisse avoir une jurisprudence. Hier soir, je peux finir? Hier soir, on était en débat aussi démocratique et Raphaël Mahin disait, à propos de l'hôpital de Lavaux qui fait tout de même couler beaucoup d'encre sur son agrandissement ou pas, disait, et c'est textuel, disait, l'hôpital de Lavaux devrait pouvoir se faire. Devrait, hein? C'est pas... Alors on verra. Alors moi, je regrette, mais je peux pas me contenter de devrait, mais on verra, on s'arrangera après, on va vous aider, mais c'est pas ça qu'on veut. Non, mais nous, on veut pas torpiller la viticulture. Je pourrais finir aussi, monsieur Colusso? Mais oui, monsieur Néo. Merci. Mais dites Pardon? Dites tout. Mais c'est ce que je suis en train de faire, effectivement. Je dis simplement que, comme on a essayé de faire croire, quand on avait l'initiative sur les résidences secondaires, où on faisait des grandes promesses en disant « Mais non, ne inquiétez pas, on s'arrangera, on va pas faire opposition assise, on va s'arranger, on va trouver des exceptions. » Aujourd'hui, les oppositions se font même sur les résidences principales et les effets économiques se font déjà durement sentir dans les Alpes vaudoises. Allez vous promener là-bas, vous verrez. On est dans le même cas de figure, on fait un peu des grandes promesses en disant « Ouais, mais dans le fond, on trouvera des solutions. » Or, M. Bongard l'a aussi admis, l'initiative a été déposée alors que la loi était déjà modifiée, il y a eu des bonnes améliorations. De bonnes améliorations une fois. Le contre-projet amène de nouvelles bonnes améliorations. Or, ProNatura dit quoi? Dit il faut voter oui à l'initiative et non au contre-projet. Mais pour moi, c'est totalement aberrant, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils prennent le risque, dans le fond, que l'initiative passe pas, et puis que le contre-projet passe pas non plus, puisqu'ils auront appelé à voter non au contre-projet. Donc, même les améliorations prévues par le contre-projet ne pourraient même pas entrer en vigueur. S'il y avait une logique là-dedans, ça serait de dire on vote pour l'initiative parce qu'on y croit, on est pour le paysage à fond, mais au pire, si l'initiative passe pas, on soutient quand même le contre-projet parce qu'il l'a admis, le contre-projet amène des améliorations et au moins il y aura tout ça de prix. Et non, même pas, même pas. Alors moi, là, il y a un illogisme que j'ai de la peine à comprendre. Alors, ça amenait ma deuxième question à votre attention. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, finalement, par votre attitude, et là je veux parler des communes en général dans la région de Lavaux, d'avoir provoqué cette initiative par contournement de l'esprit des précédentes, par des volontés de construire des parkings à des endroits qui n'avaient pas lieu d'être, et que vous avez finalement aussi une part de responsabilité dans l'existence de cette initiative, et peut-être dans l'attitude extrême, à la limite, d'associations comme ProNatura, qui visiblement ne vous font pas confiance. Alors c'est vrai que ProNatura et les institutions ne font pas du tout confiance, mais là aussi il y a une incohérence. Ils ne font pas confiance aux autorités communales. Disons, les autorités communales, c'est des crétins. Ça a été dit, hein? C'était dit. Crétin bornais. Voilà. Crétin bornais, c'est bien. Une forme de café, hein. Ok. Toutes les municipalités, c'est tous des crétins bornais. Alors, on va enlever le pouvoir à ces crétins bornais, et puis on va donner le pouvoir au canton. Alors tout d'un coup, le canton, c'est plus des crétins bornais, ils sont super, hein? Et pourtant, c'est ce même canton qui vous appelle à voter le contre-projet. Alors, voilà, moi je pense que je comprends pas. Là encore une fois, il y a une incohérence que j'arrive pas à comprendre. Mais la responsabilité, vous avez posé la question, je n'ai peut-être pas répondu. La responsabilité des communes. À partir de la première initiative Sauver Lavaux, il y a eu des lois qui ont été créées et un plan qui a été fait qui a clairement délimité les zones avec la zone viticole, inconstructible, elle est protégée, elle l'est depuis 35 ans. Je crois que ça, c'est un acquis et on est d'accord avec ça. Moi, le premier comme vigneron, je ne veux pas que cet outil de travail puisse être abandonné.
Par contre, c'est vrai, les zones de village et les zones d'agglomération 1 et 2 qui sont souvent derrière les villages sont des zones constructibles qui, petit à petit, au cours de ces 35 dernières années, ont été bâties. Alors, évidemment, je ne peux pas nier qu'il s'est fait des choses d'un esthétisme qui sont douteuses. Mais je peux tellement pas le nier que, dans le fond, les communes, il y a 4 ans en arrière, on réfléchit en se disant, mais c'est vrai, dans le fond, on a un problème, parce que on a tous des plans sur la réglementation qui sont différents, tous des manières de voir différentes. Or, il faudrait trouver une unité. Puis en matière d'intégration, on a quelquefois de la peine à trouver un consensus. On a dépensé 200 000 francs. Ça a été en plus soutenu par l'Office fédéral de la culture qui nous a apporté 50 000 francs pour faire un guide paysage. Ce guide paysage, il apporte des réponses en matière d'aménagement du territoire et en matière d'intégration sur tous les problèmes qui peuvent se poser à Lavaux, depuis la construction d'un bâtiment jusqu'à une réservation légère, un capteur solaire, la création d'une place de parc, enfin tout un tas de choses. Et c'est dans le fond, là aussi, la démonstration que les communes ne sont pas les crétins bornés qu'on veut bien nous faire croire, mais que ce sont des gens qui sont tout à fait conscients du travail qu'ils ont, conscients des responsabilités qu'ils ont, qui admettent aussi un certain nombre d'erreurs, mais qui savent aussi les corriger. Et ça, c'est de nature à améliorer les choses, mais à long terme. Parce que dans le fond, ce guide paysage, il va avoir quel effet? Il va avoir l'effet suivant. C'est qu'au cours du temps, quand des transformations, vous avez une villa peut-être à un certain endroit qui a une esthétique un peu discutable, et bien que vous voudrez modifier, c'est un exemple, je m'excuse, que vous voudrez modifier votre villa, on va vous dire, attendez, stop. Aujourd'hui, les règles ont changé. Aujourd'hui, on a de nouvelles propositions en matière d'intégration et veuillez vous référer au guide paysage. Et avant de faire un projet, on le soumettra aussi à la commission consultative qui, malheureusement, sera passée dans le cas d'acceptation d'initiative. Mais je pense que quand même, on le voit dans le temps. Est-ce qu'on n'a pas un problème finalement d'évolution dans le temps, hein? On le voit, on a une initiative qui a été lancée avant qu'une loi ait été évoluée. On voit qu'on a quand même une prise de conscience qui a été faite à un moment donné qui donne lieu maintenant à un contre-projet. Un contre-projet qui tient compte de l'initiative. On voit qu'on a aussi un travail de la part des communes sur le plan de l'intégration. Donc une volonté, une prise de conscience qu'on ne pouvait pas rester sur le statu quo, et puis une volonté quand même d'aller dans le sens de cette initiative, tout en respectant ces aspects humains et économiques qui sont importants. Mais bon sang, qu'est-ce qui fait que cette initiative n'ait pas été retirée? J'y étais pas. C'est une épitaphe, quelque sorte, un commentaire, beaucoup de choses. L'avenir de la viticulture vaudoise. C'est qui répond? Nos vignerons. Est-ce que Weber est la principale menace? Ce sont les vins étrangers qu'on utilise l'exportation. Weber n'est pas la principale menace sur la viticulture vaudoise, ça c'est clair. Aujourd'hui, la viticulture vaudoise, mais la viticulture vaudoise et la viticulture générale, du point de vue européen, souffre, c'est vrai. La viticulture vaudoise aussi, et Lavaux en fait partie. Ça n'est pas l'ouverture des frontières ou la fermeture des frontières qui va régler le problème. Je pense que c'est la valorisation de nos produits, c'est la mise en avant du travail qu'on fait, et c'est la valorisation de nos produits qui sont la condition sine qua non pour que la viticulture puisse s'en sortir. Or, qu'est-ce qu'elle a besoin, la viticulture, pour s'exprimer? Elle a besoin, justement, comme je disais tout à l'heure en présentant, elle a besoin de pouvoir s'agrandir, elle a besoin de pouvoir faire des cas, elle a besoin de pouvoir dire aux jeunes, venez, reprenez les domaines, développez-vous, faites de nouveaux vins, accueillez les clients, mais pas accueillez pas vos clients dans vos abris de protection civile d'intérêt. On a besoin de montrer ce paysage, c'est très très important. J'aimerais vous montrer quelque chose. Ici, on peut peut-être même distribuer. Ici, c'est l'exemple d'un jeune vigneron, Bovard, qui est à Trétor. Il est situé, bien sûr, en zone de village et de hameau. Il a un projet d'agrandissement. Vous aurez la peine à le voir, puisque dans le fond, on a avant et après, c'est d'une parfaite intégration. C'est d'une parfaite intégration. C'est un outil qui est absolument nécessaire pour lui, pour la reprise de son exploitation, pour le développement de son exploitation. Et clairement, avec l'initiative qui stipule qu'il n'y a aucune construction nouvelle dans les zones de village et hameaux, eh bien ce projet-là, il tombe à l'eau.
Mais ce n'est qu'un parmi tant d'autres. Or, si Weber n'est pas la principale menace sur la viticulture vaudoise, c'est tout de même l'initiative qui va peser très lourdement sur l'évolution des structures de ce M. Boivard et de beaucoup d'autres. Là, on en a pris un pour montrer un exemple concret, mais je peux vous en montrer beaucoup d'autres. Et quand j'entends Raphaël Mahin, député vert, vous avez peut-être lu son opinion sur 24 heures. Mais c'est extraordinaire quand on voit ça. Il dit « L'initiative ne menace nullement l'économie viticole. Bien au contraire, elle ne prévoit aucune modification significative des règles de construction en zone viticole. Ce qui peut être construit aujourd'hui le sera demain. » Alors ça peut paraître magnifique comme ça, si on n'est pas très connaisseur des règles. Mais, je vous le répète, il dit aucune modification significative des règles de construction en zone viticole. Une zone viticole, c'est inconstructible. C'est inconstructible. Alors effectivement, ce qu'on ne pourra pas faire hier, on ne pourra pas le faire demain. Mais ça, si on n'appelle pas ça un truc tordu, moi je tombe... J'ai une question concernant ce qu'on a appelé hier le truc à Boivard. Quel truc à Boivard, c'est juste. Qui était assez amusant. Donc c'est le long de la route cantonale. Oui. Il y a un créneau dans le hameau de Trétoran. Oui, un créneau. Qu'est-ce que vous appelez un créneau? C'est-à-dire un espace entre deux maisons oui. que Boivard aimerait combler. Oui. Je ne suis pas sûr que l'initiative l'empêcherait. Alors l'article 18, je veux dire, c'est extrêmement... Les constructions nouvelles... C'est sorti de joli cas. C'est très clair. Mais c'est un cas. Moi, je peux vous en raconter une vingtaine. Je suis un. Venez chez moi, je vous explique. Mais bon, en matière d'aménagement du territoire, c'est clair que des fois, la loi, elle pose des sérieux problèmes. Alors, on doit toujours regarder l'intérêt général que l'intérêt particulier. Mais c'est clair, il y en a qui morflent. Et ça, la viticulture va morfler. Et il y en a qui vont encore morfler, mais pour plein d'autres domaines. Mais c'est votre rôle de sortir ces cas-là, d'accord. Et donc, on va passer à l'article 18, qui justement qui concerne les territoires de villages et hameaux, et qui justement autorise ou pas les constructions. Alors, je vais le lire. Article 18 sur l'initiative Weber. Le territoire des villages et hameaux est régi par les principes suivants. F. Nouveau. Les bâtiments existants sont protégés dans la mesure où ils présentent un caractère architectural traditionnel. Leur démolition peut être autorisée à titre exceptionnel s'il est justifié par des motifs objectifs s'opposant à leur conservation. G. Nouveau. À l'exception des constructions souterraines, par exemple parking, hangar viticole, toute construction nouvelle est exclue. Les reconstructions ne peuvent être autorisées que dans les limites des volumes existants et doivent respecter le caractère de l'ensemble. Point virgule. Des exceptions de peu d'importance peuvent être consenties pour autant qu'elles répondent à des besoins avérés et prépondérants de l'exploitation viticole. Et H. Les espaces extérieurs, jardins, potagers, cours sont dans la règle protégée. Quelle est la signification exacte, juridique exacte, si vous tirez? Non. Bon, alors, je fais une explication de texte en fait. Oui. Mais typiquement, sont autorisés des bâtiments de faible importance. Le cas qu'on nous a présenté, c'est pas un bâtiment de faible importance. Là, c'est le hiatus, on est d'accord. Je reconnais que ça ne joue pas. Par rapport à tout, c'est petit. Pour Natura, un des éléments qui retiennent notre attention pour soutenir l'initiative, justement, c'est de maintenir dans la Vaud ces caractéristiques qui font que, entre les maisons, devant les maisons, autrefois on avait des jardins, il y avait des vergers parfois. Ces choses-là constituent la caractéristique paysage, mais c'est clair que ça empêche, du coup, le projet qu'on a sous les yeux, c'est clair. Donc oui, alors c'est ça, donc après il y a une marge, mais ça c'est municipal aussi, ça va bien dire, ça c'est les autorisations pour des constructions de faible importance. Il y a une limite, c'est le cabanon de jardin. Alors si ça commence à être le caveau, la petite maison de dégustation, alors elle commence à plus être de faible importance. Là il y a une limite qui est en fait réglée dans la pratique, chose que toi tu dois bien savoir expliquer ça, tu es confronté à ça tout le temps. Oui, mais moi j'ai encore une autre lecture.
une autre lecture. C'est ça l'article 18. Hein. Je le relis parce que c'est intéressant. Hein. On veut faire du juridisme. Ok. Il a 2 phrases cet article 18. 2 phrases. La première phrase dit « À l'exception des constructions souterraines, hangars, parking viticole, toute construction nouvelle est exclue. Point. » C'est une phrase. Point. Il y a une deuxième phrase qui parle d'autre chose. Il commence comme ça, elle dit les reconstructions, donc on parle de reconstruction, on parle ni d'agrandissement, ni de construction, on parle de reconstruction. Or, c'est quoi une reconstruction? Hein? Votre avis? Non. Reconstruction. Démolir et reconstruire dans les mêmes volumes. Merci. Démolir. Les reconstructions ne peuvent être autorisées que dans les limites des volumes existants. Des exceptions. Mais c'est des exceptions à ça, à l'agrandissement d'un cas de reconstruction. C'est ça que ça veut dire. Donc, il n'y a pas d'exception à l'article, aux premières phrases, il y a des exceptions à la reconstruction. Ça veut dire que, pour avoir cette exception, il faut que je démolisse d'abord mon bâtiment pour pouvoir l'agrandir un tout petit peu. C'est super. C'est pour ça qu'il y a les pompiers. Tu Ouais. vois, Ah ouais, c'est génial. Ouais. Toucher des Non, CA. c'est encore une fois la preuve que c'est juste, malheureusement, je pense, pour être gentil, était écrit un tout petit peu vite. Un tout petit peu vite. Et là, je suis gentil. Question de concertation. Je ferai une remarque au sujet de la reconstruction. J'en ai pas tout à fait la même interprétation. Pencher un peu sur la question. Oui, lorsque je sais pas, Tokyo est brûlé en 1945, tout était détruit jusqu'au sol, mais la plupart du temps, les bâtiments en pierre, modernes, même anciens, qui ont détruit, comme le Parlement de Bretagne, incendié suite à une émeute de pêcheurs. En général, beaucoup de structures subsistent en pierre et avec les techniques modernes, elles sont consolidées et on reconstruit le bâtiment à partir de ce qui subsiste. On ne détruit plus jusqu'au sol, ce n'est plus une reconstruction ex nihilo. Dans pas mal de villes modernes, comme à Bruxelles, on fait du façadisme, ça veut dire qu'on conserve la façade d'un bâtiment ancien et on reconstruit complètement, on détruit et reconstruit complètement de manière moderne toute la structure interne du bâtiment. Préserver l'esthétisme tout en modernisant le bâtiment lui-même. Donc la notion moderne de reconstruction est quand même différente de ce qu'on pouvait imaginer à Londres après le grand incendie de 1666. Il est beaucoup moins extrême, on ne reconstruit ou rebâtit plus nécessairement à partir de rien, à partir du sol. Non, mais la majorité des cas, ce ne sont pas des reconstructions, ce sont juste des agrandissements. Parce qu'on veut, à côté de la cave ou à côté de l'habitation, faire un local de dégustation. Ça n'a rien à voir avec une reconstruction, absolument rien à voir. C'est juste un ajout d'un truc de plus, que ce soit un local viticole, un local de dégustation ou autre chose, un ajout. Mais il n'y a aucune démolition, donc aucune reconstruction. C'est un pur agrandissement. Et là, c'est juste exclu. Alors, si c'est une construction de petite importance, comme un local de dégustation, je pense que c'est possible. Non, si c'est prévu nulle part. Je suis désolé, c'est prévu nulle part. Les constructions de moindre importance sont prévues. Alors, si c'est pas au 18, c'est au 17. C'est exclu, c'est marqué exclu. Je suis désolé, relisez. L'initiative ne consiste pas que en l'article 18. Mais tous les. L'article 18, la zone de village, c'est que l'article 18, je suis désolé. L'initiative prévoit que les constructions de moindre importance restent possibles. Non, c'est juste Désolé. en fait On a fait une analyse ça, c'est du là. texte, on est Non, mais c'est. aussi d'accord avec M. Ney. Ouais, c'est juste là, il y a quelque chose, il y a un hiatus. Mais bon. Mais on parlait éventuellement un ouvre ou comme ça pourrait éventuellement Mais passer, bien mais sûr. tout juste. Non, c'est pas un local de dégustation. Tout à fait, alors ça, c'est des questions d'interprétation de la loi, mais c'est vrai que quand on lit la position des virgules et des points-virgules, elle va, la remarque de M. Nero est tout à fait pertinente. C'est peut-être le seul article qui est assez clair sur le fond. Mais très bon. Le moins acceptable, c'est chuter. Il est clair, mais il est contradictoire de la première et la Un peu, deuxième phrase. ouais. Après. Ouais. Bah, les juristes le reconnaissent. Bon, bah, Ouais, mais. on fait ce qu'on a. Bon, tu me dis- Mais ça, politiquement, c'est pas très. On retombe à ce que disait Maître Mahin hier. Il disait ouais, mais ça devrait, puis on se battra pour vous. Hein, c'est bon. Non, mais on est pour l'agriculture. Mais maintenant, une fois que c'est voté, parce que je vous rappelle une chose, c'est que le peuple vaudois, il va voter une loi qui va immédiatement entrer en vigueur. Il ne va pas voter un projet de loi qui va être encore discuté au Grand Conseil, patati, etc. C'est une loi qui entrera en vigueur. On ne va pas pouvoir changer la loi comme ça. Hein. C'est fini. Point Le final. Grand Conseil pourra la changer dans les 5 à 10 ans. Avec la menace d'un référendum par Ouais, Weber. bien sûr, bah ouais. Merci. Comme pour tous les travaux que le Conseil fait. Mais
partisans du groupe projet ont cherché à invalider l'initiative et le tribunal fédéral l'a déclaré valide. Alors évidemment, c'est le problème, effectivement, des virgules et des points-virgules et des interprétations de ce qui... Il a son esprit est clairement exprimé là. Mais le but, Il est c'est- extrémiste. mais le but, c'est de protéger un paysage avant tout. Oui, mais c'est la question, c'est est-ce que c'est un paysage ou est-ce que c'est des gens? Et c'est un paysage construit Ah oui. Habité. et habité. Et habité. Mais les vignerons sont très Avec fiers l'activité économique. d'avoir obtenu l'inscription de ce paysage au patrimoine construit Oui. de l'UNESCO. C'est une reconnaissance d'un milieu économique et non pas d'un milieu naturel. Ce Alors- n'est pas le parc national, c'est bien un milieu vivant. Regardez ce qui se passe dans les Cinque Terre, où c'était totalement défait. Maintenant, il y a plus de murs qui tiennent debout, il n'y a pratiquement plus de viticulture, tout part à volo. En Italie, c'est partout. Parce qu'ils n'ont pas de politique agricole, ils n'ont pas les améliorations foncières comme nous. Mais quand c'était reconnu, ça jouait bien. Mais non, l'Italie, il n'y a plus d'agriculture si c'est pas en plein. Oui, mais c'est ce qu'on aura dans le Lavaux si on accepte cette initiative, finalement. Parce que On a quand même les améliorations foncières qui ont fait des grosses améliorations dans ce paysage pour faire toutes ces routes traversantes. On a consolidé les rochers, on a fait des énormes travaux. Maintenant, les vignerons, ils plantent à l'horizontale, on a modifié énormément de choses. Changin vient avec des nouvelles variétés. Bon, il y a des choses plus, etc. On lâche pas la vigne. On vient de voter, le Grand Conseil a accepté un crédit d'8 millions. Qu'est-ce que c'est pour la promotion des vins Vino, voilà. Donc, je veux dire, c'est conséquent. On laisse pas tomber les gens comme ça. Par contre, il y a, avec l'initiative, il y a des contraintes au niveau de la manière dont on bâtit, dont on aménage ce paysage. Alors, ça, c'est certain. Monsieur Bondard a raison, les choses ont largement changé. Il a fait tout à l'heure, mis en avant la viticulture où on plante plus d'un sens à pente, on plante à travers. c'est Tout global, ça. hein, ça se fait partout. Mais ça se fait partout, mais tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est aussi des changements en termes d'outils de travail. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut aller avec des petites chenillettes, on peut aller avec des petits outils, etc. Mais ces petits outils, il faut les ranger, il faut les mettre dans des locaux. C'est plus du tout le fossoir du vieux grand-père et puis le ramener. On a besoin de construire pour mettre tout ce matériel à l'abri. C'est absolument nécessaire. Or, voilà, encore une fois, Bovard, Bovard, je ne sais pas comment il va faire. C'est pousser Bovard à partir de son village et aller construire quelque chose dans une zone industrielle. C'est ça. C'est vider les villages de leur substance viticole pour justement faire ce qu'il ne veut pas, les pousser à vendre à un riche industriel à prix d'or pour pouvoir se permettre de construire un hangar en zone viticole à Puy d'Eau. Non, moi je ne peux pas être d'accord avec ça. Et quand l'initiative essaye de montrer le danger du paysage, le danger du mitage du territoire, moi j'aimerais quand même vous montrer quelque chose. Sur le site de Sauvé-Lavaux, il y a en bas de la page, on montre Chardonne avec les possibilités qu'on peut bâtir. Alors, ça montre quoi? Ça montre à différents endroits, partout où il y a une parcelle libre, il y a un petit carré qui est émis en disant là il y aura le villa, là il y aura le villa, là il y aura le villa, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Moi, j'ai fait le plan partiel d'affectation à Chardonne, je sais de quoi je parle, j'y ai participé. Il y a 21 croix noires là-dessus, c'est à 21 endroits que j'ai identifiés, les endroits où les initiés ont mis qu'il y aurait un bâtiment là, et c'est 21 fois, c'est une erreur, c'est une faute, parce que c'est une zone verte, ça a été voulu par la commune de Chardonne, ça a été mis en zone verte alors que c'était en zone constructive là-bas, ça a été mis en zone verte lors du dernier plan général d'affectation. Donc on fait croire à la population qu'il y a un danger d'abord je m'en trouve jaune. Mais ça fait pour montrer quand même qu'on veut faire croire à la population qu'il y a un réel danger. Alors, je ne dis pas, il y a des parcelles qui pourraient être construites, mais à 21 endroits, ce n'est pas possible parce qu'en zone verte. Alors, moi je trouve ça très limite comme règle. Tu veux prendre en photo Mais Tu veux prendre en photo Ah oui, oui, moi je confirme, il a raison. il confirme souvent ce que je dis. Hein. Ouais, Tout à fait, oui. Ça, c'est pas à bâtir, c'est dur.
J'avais un Suisse devant. Peut-être encore une Bon, ça question. invalide pour l'initiative. Non, pour les gens de l'initiative, on est quand même en Suisse dans une organisation qui prône le fédéralisme. Et moi, c'est un des aspects de l'initiative vraiment qui m'inquiète, dans le sens où on a une autorité fédérale qui délègue à une autorité cantonale, qui délègue à une autorité communale un certain nombre de compétences. Et là, tout d'un coup, on déclare que cette zone-là, les gens qui y habitent et ceux qui ont été élus pour la gérer par les gens mêmes qui y habitent, on leur enlève les droits de décider finalement de ce qu'ils veulent faire de leur endroit. Alors qu'il y a des règles générales et qu'on déclare justement zone protégée, puis qu'on fixe un certain nombre de manières de faire, de bonnes pratiques, etc., et puis qu'on s'attache à les respecter, c'est une chose, mais qu'on enlève fondamentalement ce droit, moi je trouve que c'est un sacré précédent en Suisse. Et j'aime pas J'enlève le droit de vote des bouquetins au grisons. Hein. Non. Je suis d'accord, ils n'ont pas, les ours non plus, ils se font tirer dessus quand ils arrivent, mais en dehors de ça... Moi, je peux bien dire quelque chose à ce sujet. Mais déjà, actuellement, là, au niveau procédure, les communes sont autonomes pour faire les mises à l'enquête et accorder les permis de construire. Mais si au niveau cantonal, il y a une opposition majeure pour une raison ou pour une autre, la commune, elle ne peut pas accorder de permis de construire. On voit ça avec Vevey, où on a un problème d'aménagement du bord de la place du marché. La municipalité a soumis ce qu'ils appellent un projet d'animation globale de la place du marché. Et quand on leur a dit, écoutez les gars, il faut faire mieux, parce que ça, on ne va pas pouvoir l'utiliser, parce que le droit supérieur ne permet pas de faire un machin pareil. C'est déjà, il y a de toute façon déjà une limitation. De toute façon, le SDT va mettre son nom. On a une commission consultative en plus qui statue sur les projets. Alors la commission consultative existait. Alors la commission consultative n'existait pas au moment de la rédaction du. Donc finalement, vous admettez que les choses ayant tellement changé, la situation du contre-projet reste quand même la solution idéale. Mais si vous voulez, non, très franchement, vous êtes en train de l'admettre là. Pour quelqu'un qui n'est pas directement intéressé là-dedans, puis c'est un peu mon cas, hein, on est tous d'accord qu'il faut protéger Lavaux, c'est un patrimoine avec une beauté unique, etc. Néanmoins, on parle d'un patrimoine humain, où une activité humaine profitable, rentable est indispensable pour le maintien de ce patrimoine. Donc il faut les vignes, il faut les murs, il faut les maisons, il faut que les gens puissent y vivre, etc. Les vignerons nous disent que ce projet mettrait en péril notre activité économique, donc en conséquence ça mettrait en péril le patrimoine humain. Moi je n'obtiens pas de réponse des partisans de l'initiative à ce souci des vignerons. Et pour une bonne partie des gens, disons, de nouveau on veut une protection du Lavaux, mais on veut une protection d'un Lavaux soutenable, qui puisse durer. Pour lequel une activité économique rentable est indispensable. Et les vignerons nous disent que ça mettra en péril leur activité, et la réponse que vous donnez n'est pas convaincante. Hein. Ça veut dire que le bien commun des vignerons n'est pas égal au bien particulier des écolos. Non, mais je pense que des écolos, sans rentrer dans maintenir les chemins, maintenir les vignes, maintenir les murs, etc., ça suppose une activité économique rentable. Alors peut-être l'autre question que je voudrais poser, au cours des dernières décennies, quelle a été l'évolution de la viticulture au point de vue économique dans le canton, dans la région du Lavaux? Est-ce que la profitabilité des entreprises a été menacée? Est-ce qu'il y a des entreprises qui ont dû fermer? Ou comment ça se situe? Parce que c'est clair que l'initiative rajouterait un frein au développement économique, donc probablement freinerait justement l'évolution d'une activité économique viticulture profitable. Mais quelle a été la situation dans les 2-3 dernières décennies? C'est une question intéressante. La dernière décennie, ou non, les 2 dernières, on a vu le prix de fond, peut-être expliquer en gros. À Lavaux, il se fait du vin. On peut dire aujourd'hui que la moitié du vin qui se fait à Lavaux est vendu à Lavaux sous forme de bouteille. L'autre moitié, et ça c'est le drame, est vendu en vrac à des grands Obrist, des grands marchands de vin qui eux mettent en bouteille et qui font la commercialisation de différentes manières. Et il y a même d'autres encore en Suisse allemande qui font pareil. Puis on va aller aussi. Puis on va aller. Le problème qu'il y a eu,
c'est que depuis 20 ans, le prix de ce litre de vin clair a chuté de manière drastique et de manière significative, qui fait qu'aujourd'hui, ce litre-là, ce prix du kilo de raisin ou du litre de vin, ne permet plus de couvrir les frais de production. Alors, quelle est la solution pour le vigneron? La seule solution pour le vigneron, c'est de diminuer cette part de vin en vrac et d'augmenter la part en bouteille, puisque c'est ça qui arrivera à le sauver, ça qui arrivera à le faire vivre. Mais on retombe de nouveau sur le même problème. Pour augmenter ça, et ce n'est pas quelques pourcents, puisque c'est la moitié aujourd'hui, pour augmenter ça, ça veut dire... Une activité de Ouais, production. il faut une grosse cave. Quand même. Il faut des caves, il faut des locaux, etc. Et c'est absolument nécessaire. Et il y va de la survie de la viticulture. Alors c'est pour ça qu'on dit qu'effectivement, l'initiative menace clairement la viticulture. Ce n'est pas son but, je l'admets. J'admets que ce n'est pas le but de l'initiative, mais c'est malgré tout la conséquence. Et ça, c'est inadmissible. Et c'est la raison pour laquelle il faut absolument voter le contre-projet, parce que lui permet à la viticulture de pouvoir vivre. Bon, moi j'ai juste une remarque, mais bon, je ne suis pas vigneron, donc je le dis quand même avec une certaine prudence, mais c'est le raisonnement que je me fais en fait. C'est clair que les caves, elles doivent changer. Ce que tu dis que tu faisais du chasselas et puis du gamay, maintenant si tu as des variétés, c'est clair qu'il faut chaque fois une cuve, tu peux pas mélanger tout. Donc, et puis si tu dois faire de la mise en bouteille chez toi, tu achètes une petite machine, maintenant il y a les unités de mise, c'est de plus en plus petit, on arrive à faire des choses assez petites, mais ça prend quand même un tout petit peu de place. Ah, tout petit peu. Ouais, ça prend bon. On a discuté un peu de façon technique, mais vu de l'extérieur, concrètement, le gros déchet... Pardon? J'avais pas terminé, mais... Ah, pardon. Ouais, c'était juste pour aller plus loin dans la reconnaissance, en fait, des besoins de la viniculture, de la fabrication du vin. Mais en fait, maintenant, c'est plus comme autrefois, il fallait descendre des escaliers pour aller jusqu'au fond de la cave, les grands tonneaux, etc. Maintenant, ça se passe quand même au transpalette. Donc, on est quand même à niveau. Donc, on fait quand même des locaux qui sont fonctionnels, accessibles directement avec les véhicules. Donc, on est plutôt sur un étage. Donc, on est plutôt dans la construction souterraine. Et c'est ce qu'ont voulu les initiants, c'était de dire, si c'est pour faire des locaux d'activité, on peut les faire souterrains. Et ça ressemble assez à ce qu'il faut. On ne va pas faire un truc en hauteur, de toute façon. Donc, de toute façon, ça doit être de plein pied. Là, c'est transpalette, plus personne ne veut se casser le dos. Avant que il fallait sortir les bouteilles de la cave, ils mettaient peu en bouteille, justement. Monsieur Boga, vous avez raison, ça se fait à 30 palettes, il faut agrandir. Mais quand vous dites ça se fait le souterrain, imaginez ce jeune bovard, il a une cave. Il ne veut pas construire en dessous de sa cave quand même. Or, il a un voisin à gauche, il a un voisin à droite. Il ne peut pas construire en dessous de sa cave, il ne veut pas faire de niveau, vous l'avez dit. Il doit aller à droite ou à gauche, voire quelquefois, c'est pas possible ni à droite ou à gauche, ça veut dire qu'il doit aller devant. Oui. Et ça, ce n'est plus du souterrain, je suis désolé. C'est du concret, mais là, encore une fois, il faut venir dans les villages, il faut aller trouver les vignerons, puis vous comprendrez très rapidement les véritables problèmes, les véritables enjeux. On est au cœur du problème de la viticulture. Mais si vous voulez, cette initiative, ça fait un peu l'impression de la ligne Maginot, où on se trompe d'ennemi. Parce que le grand risque, finalement, c'est la perte de la viticulture, c'est des vignes qui se transforment en terrain en érosion, c'est des murs qui sont détruits, qui sont plus maintenus. Donc c'est plutôt là le grand risque qu'on peut voir pour le maintien du Lavaux comme patrimoine humain. Et si les vignerons disent, effectivement, en mettant cette initiative sur pied, ça va accentuer le phénomène de mise en difficulté des vignerons, disons, vu de l'extérieur, on veut une réponse claire à ce sujet-là. Parce que, en plus, cette initiative qui remonte le droit de décision au niveau cantonal, on sait qu'une des forces de la Suisse, c'est cette espèce de subsidiarité des décisions, où finalement les gens qui sont proches du terrain, qui ont la connaissance des problèmes et la connaissance des meilleures solutions, prennent les meilleures décisions. Alors, évidemment, il y a toujours des abus, ça c'est clair, mais tout système a des abus, et remonter les décisions au niveau cantonal, ça ne va pas éliminer les abus, ça va simplement transformer le type de problème, mais vous n'aurez pas des meilleures décisions pour autant. Il n'y a aucune garantie pour ça. Et là, aussi, on n'a pas de réponse à ce niveau-là. Si, en fait, si effectivement il y a la viticulture périclite complètement,
toujours la Constitution vaudoise, l'État conserve, protège, enrichit, promeut le patrimoine culturel. La loi définit les zones et régions protégées. La région de la Vaud, de l'Étrie-Vacorzier, est déclarée site protégé. Oui, mais plus de subventions. Ça veut rien dire, je suis désolé, Pour la parce qu'il maintenir faut, artificiellement. il faut mettre en œuvre des... Alors, je pense qu'on peut dévier un tout petit peu sur la politique agricole, puis sur l'ouverture des marchés. Ouais, non, je pense Mais pas. non, c'est ça le problème. Non, mais le problème, c'est qu'en fait, il va se passer dans la Vaud exactement ce qui se passe dans l'agriculture, et ça, c'est grave. Il va se passer la même chose. Et puis ça, je pense qu'on l'a fait. Malheureusement, on ne va pas y arriver. Et ça, je le regrette énormément. Mais ça, c'est pour l'ouverture des frontières. Il y a des tels enjeux. Qu'est-ce que vous voulez, ça? C'est plus fort que tout. Qu'est-ce qui va se passer? On va avoir, comme dans l'agriculture, ça va être la concentration. C'est-à-dire que les exploitations, autrefois, ils avaient 4, 5, 6, 7 hectares. Maintenant, c'est 50, 60. Tous les petits, ils lâchent. Il y a que des gros. Mais M. Bongard, on est Et probablement... pourtant, on met de l'argent. Qu'est-ce qu'on en met de l'argent? On est probablement d'accord là-dessus, C'est mais... une question de qualité et de diffusion. On a vraiment la chance dans la Vaud d'avoir les deux. D'avoir à la fois les patrimoines et le tourisme avec l'agriculture. Parce qu'il y a quand même un terrible avantage. Il y a des autres tunnels avec les champs d'autres. Peut-être que le modèle doit être un petit peu étendu, mais les gens qui font vraiment de la qualité sont surtout relativement bien. Bah, heureusement. Donc, poussons la qualité, tant mieux. Non, mais ça devient dur. Oui, mais là, ça c'est un autre débat, on est d'accord, mais c'est un débat à maintenir. Ça finalement, l'initiative ne répond pas à cette question de l'ouverture des frontières, de la menace de la petite agriculture et autres. Chacun défend ses... C'est clair, je crois que les positions elles sont vraiment claires. Là, il y a un vent dominant qui est extrêmement fort. Et puis si on veut lutter là contre, c'est une politique viticole extrêmement sérieuse, mais ça nécessite d'aller grailler dans les exploitations, comme on le fait dans le domaine agricole. Oui, mais les agriculteurs, ils doivent présenter des comptabilités, je peux vous dire, pour toucher les paiements directs. Ils se plaignent d'ailleurs assez, c'est qu'ils bossent à l'ordi. Mais alors, est-ce que les vignerons sont prêts à avoir des paiements directs? Ils ne veulent pas, on ne veut pas être sous tutelle, on ne veut pas que ce soit vos impôts qui payez notre travail, mais on veut pouvoir vivre en vendant notre vin. Les paysans disent la même chose, en France, où il n'y a pas ça, il n'y a plus de paysans. Or, cette initiative, elle est de nature à nous guider petit à petit vers un système où on va subventionner la viticulture et faire des vignerons. Alors moi ça va bien arranger. Je vais faire 40 heures par semaine et puis on va commencer à la tomber à la fin du mois, ça va être super. Mais non, moi je veux continuer mon travail d'indépendant, je veux pouvoir consolider mes murs avec mon porte-monnaie à moi, parce que c'est mes murs à moi, et puis je veux qu'on me laisse faire mon travail. Puis les effeuilleuses à 4 000 francs par mois. Ouais, c'est ça. Peut-être j'aurais pas dû. Alors la situation est dure, oui c'est vrai. Il y a encore un gros morceau à faire passer, c'est les articles 20 et 21. Qui concernent les territoires d'agglomération 1 et 2. Alors je lis l'article 20 sur l'initiative Weber. Dans les territoires d'agglomération 1 et 2, les secteurs n'ayant pas été coloqués en zone à bâtir, n'ayant pas encore fait l'objet d'un plan partiel d'affectation ou d'un plan de quartier, ou dont ces derniers n'ont pas fait l'objet d'un commencement d'exécution, ou encore les secteurs n'étant pas équipés lors de l'adoption du principe constitutionnel de sauvegarde inscrit à l'article 52A de la Constitution du 14 avril 2003, sont en principe inconstructibles. Qu'en est-il de la révision des plans quartiers ? Est-ce qu'on pourra densifier dans ces zones d'agglomération 1 et 2 ? Non, il n'y aura plus de nouveaux plans de quartier. Donc seulement ceux qui ont été faits. Donc on ne pourra pas les réviser comme il doit. Les secteurs n'ayant pas encore été coloqués en zone à bâtir sont en principe inconstructibles et soumis aux articles 15 et 16 de la présente loi. On a déjà traité, c'est bon. C'est l'article 16 qui disait que figer le délinquement d'intérêt public, etc. Non, mais c'est le carcan. Oui. Et si on veut protéger, on carque. Mais c'est clair. C'est pas sûr que ça va être un carcan, on a compris l'esprit, quoi. Exactement. Je dis que c'est pas bien. Non, moi je dis rien, je crois que tout le monde a bien compris. Bon,
peut passer au sport. Je vous ai parlé de la loi cantonale sur l'aménagement de nos territoires, un peu déçu Comment vous êtes déçu de ne pas vous avoir imposé la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et des constructions de décembre 1985. Vous révisez Jusqu'où vous voulez savoir de la LRTC, toi? Non. Je travaille tout le temps là-dedans. On va manger. On a faim. En tout cas, c'est Merci. très Non, mais on part vous frustrer. Hein. Ouais, merci. Après ça, c'est je le crois monde, que- bien. Donc vous avez dit qu'on aurait terminé? Oui. Pratiquement, pour moi, le programme. Non, Vous avez en- votre conclusion. Ah oui, je l'ai sorti une Entre- mauvaise entre idée, mille. on m'a dit, mais tenez, pourquoi t'as dit ça? Moi, j'ai trouvé ça très bien. laquelle? C'était quoi? Par les deux sœurs. Ah bah oui. Bon, sympa. Collègue, merci. Non, c'était la question sur l'autonomie communale. Est-ce que l'autonomie communale, qui est drastiquement supprimée, en fait, il faut reconnaître, il y a un transfert de compétences au niveau cantonal pour le suivi de l'application C'est pas de la l'acteur loi. plus compétent. Alors, moi, ce que je peux dire, c'est que dans mon travail, puisque je travaille pour ProNature à Vaud, donc je m'occupe de protection de la nature et on veille à la bonne application des lois. Donc, on va voir qu'il y a des projets, soit on le voit tout de suite, c'est énorme, ou on nous avertit, on dit attention là, ça va saccager la nature. Et en fait, ce que je dois reconnaître, mais je ne vais pas tellement dire à M. Nérou parce que c'est un. Je ferme les Ils sont oreilles. pas tous comme ça. J'écoute pas. Mais disons, quand il s'agit de protéger la nature et le paysage, les compétences, elles sont au canton. Ouais. C'est-à-dire c'est là qu'il y a des gens qui savent, qui maîtrisent, qui défendent cet intérêt-là. Malheureusement, au niveau des communes, ben voilà, un peu trop. Au niveau des communes, c'est difficile de trouver franchement, des municipaux, Compétences, ouais. des syndics ou des madame la syndic qui connaissent, qui sont sensibles et qui appliquent correctement les lois. Là, ils poussent parce qu'il y a le promoteur qui dit, bon, vas-y, on va y aller où? C'est pas le promoteur, c'est les remontées mécaniques, si c'est pas eux, c'est la société, machin. Ils ont des pressions locales, puis ils disent, ouais, bon, bah écoute, on essaye. Et puis, bah, ils mettent à l'enquête un truc tordu, et puis il faut leur voler dans les plumes, il faut faire opposition. Et puis le canton dit, ouais, mais en effet, là, vous ne pouvez pas faire comme ça, il faut faire. Alors je dois faire quoi? Donc, là, ce que je voulais illustrer par là, c'est quand même cette reconnaissance que dans les domaines que je défends, qui sont d'intérêt général, c'est au canton qu'il y a les compétences et la capacité d'appliquer ça, avec des très bonnes exceptions. Monsieur le syndic. Je suis pas syndic. Ah, t'es pas syndic? Non. C'est qui ton syndic? Oui, c'est Jacques. C'est intéressant parce que cette conclusion a été celle de la commission de gestion du conseil communal de Blonay plus tard que le début de cette semaine, qui a critiqué la municipalité sur la défense des projets des prometteurs, des promoteurs avant l'intérêt général et celui des trucs. Et je pense que c'est un véritable problème en effet. C'est pour ça qu'on a ces échelons, en fait. Ils ont surveillé un petit peu parmi, puis c'est pour ça que le ProNature a le droit de recours. C'est pour dire non, mais là, attention, là, vous êtes à côté d'un plaque. Enfin, on va laisser la conclusion à M. Nérou. Alors moi, ma conclusion, elle est assez simple. Je crois avoir, comme vous, bien compris que, dans le fond, cette initiative veut absolument protéger le paysage et, dans le fond, fait fi de ceux qui y habitent. Et dans le fond, alors effectivement, on parle de l'intérêt général, c'est absolument protéger le paysage, mais le paysage uniquement, et ma foi, tant pis si tel ou tel vigneron il fait les frais, tant pis si la viticulture est pénalisée par ça, c'est au profit du paysage. Ça, c'est absolument quelque chose d'inadmissible. L'Arvaux est un patrimoine construit, il est vivant grâce à la viticulture, et peser sur la viticulture est tout à fait inadmissible, et c'est la raison pour laquelle il faut absolument combattre cette initiative. Quand M. Bongard dit il faut enlever les compétences aux communes et les remettre au canton, là encore, pour moi, c'est tout à fait contradictoire, puisque ce même canton aujourd'hui dit à l'unanimité,
votez ce contre-projet qui est un contre-projet équilibré. C'est ce canton-là à qui vous voulez donner le pouvoir qui vous dit à tous, Vaudois et Vaudois, qu'il faut voter le contre-projet.